Bonjour, mon nom est Danielle Yvon de CTRB et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amélie Pelland, qui est la coordonnatrice à Action Logement Lanaudière. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, oh, oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de logement, de bail, de baux, de renouvellement, parce qu'on est dans la grosse période. Tout à fait. De ça. Et la première question que je vais vous poser, c'est quoi Action Logement Lanaudière? D'où ça vient et à qui ça sert? Donc, Action Logement Lanaudière, on est un organisme qui défend les droits des locataires. Donc, c'est vraiment pour les locataires, pas les propriétaires. D'où ça vient, en fait, c'est une communauté dans Lanaudière, communauté de citoyens qui s'est dit « Ah, mais il y aurait un besoin de défense des droits des locataires. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du logement. » Donc, c'est instauré par la suite un conseil d'administration. Et maintenant, je suis là pour aider les locataires de toute la région de Lanaudière. Donc, ça couvre Berthier, ça couvre toute la Dautrey. Toutes les MRC. Les CCMRC. Les CCMRC. Est-ce que tu es seule au bureau? Oui, je suis actuellement seule au bureau. OK. Est-ce qu'il y a des périodes qu'il y a plus de gens ou c'est seulement toi qui réponds, qui aide aux gens? Actuellement, il y a juste moi comme employé. Okay. Et puis, c'est assez fréquent, là, le nombre de personnes qui appellent. C'est pas mal stable à chaque mois, sauf justement la période entre janvier et mars où là, il y a une hausse des demandes. Il y a des hausses des demandes beaucoup. Et tu me disais que c'était financé par emploi, le ministère de l'Emploi au niveau du Québec. La solidarité sociale. Oui. En fait, on reçoit des sous de plusieurs bailleurs de fonds, mais principalement au niveau du gouvernement là, et Centrale Lanaudière aussi qui nous donne. Ah, c'est bien, c'est bien. Vos bureaux sont situés justement sur la rue Saint-Joseph à Joliette. Tout à fait. Ça, la rue Saint-Joseph, c'est où un petit peu si on se place dans le centre-ville, hein, c'est ça? Bien, en fait, c'est pratique. On est juste à côté du palais de justice. Ah, c'est ça, exactement. Donc, ça va bien. Vous avez la régie du logement, je pense qu'elle n'est pas loin aussi. Exactement là au palais de justice. Le palais de justice, oui. Que tout est dans ce coin-là. Okay. Donc, on va parler de la grosse période de l'année. On fait une entrevue aujourd'hui suite au communiqué que vous nous avez envoyé concernant les modalités de renouvellement de baux, les périodes de réponse et d'avis et tout ça. On va commencer par parler justement un petit peu, le propriétaire doit envoyer à ce temps-ci de l'année un avis de renouvellement d'augmentation. Normalement, quand tu reçois ça, c'est parce qu'il veut t'augmenter. C'est ça un petit peu de façon générale. Il n'est pas obligé d'en envoyer un, mais s'il y a eu des augmentations, il peut en envoyer un, mais il y a une période particulière où il peut le faire. Et c'est un petit peu ça qui est un petit peu technique. Hein? Oui. On va parler de ça, on en a parlé tantôt, et c'est un petit peu, pas compliqué, mais un petit peu quand même strict, hein, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Un bail qui est d'une longueur de 1 an et plus, de 12 mois et plus, le propriétaire doit envoyer l'avis quand? C'est quoi son délai? C'est 3 à 6 mois avant la fin du bail. Donc, si on parle, comme la plupart des gens ont, d'un bail du 1er juillet au 30 juin, ça va être entre janvier et mars qu'ils vont pouvoir recevoir un avis d'augmentation ou de modification du bail. Donc, si on parle de cette année, les propriétaires ont jusqu'au 31 mars pour nous envoyer un avis. Tout à fait. Pour cette période-là. Cette période-là qui termine le 1er juillet. Oui. J'ai décidé d'aller en logement au mois d'octobre. J'ai commencé à l'étudier, quelque chose à Joliette. Bon. Donc, quelqu'un qui a un bail qui a commencé en octobre et qui se termine au 1er juillet, là, il y a un autre délai. Oui. Donc, pour un bail de moins d'1 an, ça va être 1 à 6 mois avant la fin du bail qu'on peut recevoir un avis. Et qu'est-ce qu'on disait tantôt, quand on s'est préparé, c'est que c'est très recommandé que le propriétaire l'envoie par la poste avec une preuve de livraison. Tout à fait. Courrier recommandé. Courrier recommandé. Vous me disiez, soit qu'il arrive à la maison puis il fait toc, 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 voici ta lettre. Normalement, il va te demander de signer, comme quoi que tu as reçu la lettre. Et la troisième solution, c'est par huissier, mais on s'entend qu'un huissier, c'est quelque chose qui est un petit peu moins... un peu moins commun là, de recevoir. Tout à fait. C'est dispendieux aussi. C'est ça. Donc, autrement dit, si on fait juste un petit récapitulatif, le 31 mars, il faut recevoir un avis, si on a à recevoir un avis, de la part de notre propriétaire. Si on ne reçoit pas ça le 31 mars, c'est parce qu'il nous confirme, autrement dit, comme quoi qu'il accepte les conditions qu'on avait avant le dernier bail qu'on a signé et qu'on n'aura pas d'augmentation cette année. C'est exactement ça. Nous allons prendre une petite pause et par la suite, nous allons justement on va commencer à parler d'avis de contestation, qu'est-ce qu'on peut contester et comment on calcule les augmentations. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Nous sommes de retour avec Amélie et on vient de recevoir notre avis de renouvellement et on a comme 3 réponses. Tout à fait. Donc, la première réponse, c'est « J'accepte l'augmentation et je renouvelle mon bail ».
La deuxième réponse est « je refuse l'augmentation et je quitterai à la fin du bail ». Et la troisième, qui est moins connue, est « je refuse l'augmentation, mais je renouvelle mon bail », qu'on peut utiliser là, au niveau des logements privés. Okay. Donc, si on prend la réponse 1 et 2, il faut quand même l'envoyer par écrit. C'est recommandé encore là de dire « j'accepte l'augmentation ». Tu écris à ton propriétaire et c'est à ton tour d'envoyer une lettre recommandée ou de le remettre en main propre au propriétaire. Dans tous les cas, je suggère aux gens de donner une réponse écrite, mais le plus important, c'est si on ne veut pas renouveler son bail ou qu'on veut contester l'augmentation, il faut vraiment avoir une preuve de réception, parce que si on n'a pas de preuve de réception, ça peut être présumé qu'on est à accepter, là, on se met à risque que le propriétaire dise qu'il n'y a rien reçu comme contestation. OK. Et que ce soit réponse 1, 2 et 3. 3, on va leur parler un petit peu après, mais il faut faire attention. On reçoit une lettre le 15 février. Oui. On s'entend? On a 30 jours de calendrier. Il faut faire attention. Ce n'est pas 31 jours, c'est vraiment 30 jours que quand on parle de février ou qu'on parle de mars, il faut faire attention. On reçoit un avis le 15 mars, on n'a pas au 30 avril pour répondre. Il faut vraiment répondre le 14 avril. Si les gens font le calcul à la maison, 15 mars, on l'a calculé tantôt, c'est au 14 avril et la réponse doit être donnée, reçue au 14 avril au propriétaire. Donc, tu n'arrives pas pour le maler le 14 avril. C'est pas comme les impôts là, que c'est marqué 30 avril. Il faut que le propriétaire l'ait en main le 14 avril pour dire... Avec notre preuve à nous. Avec notre preuve à nous. Donc, il faut prévoir 2-3 jours avant ou soit aller le porter. Donc, on a dit on accepte, donc c'est réglé. Est-ce qu'on doit signer un nouveau bail quand on accepte notre avis de... Non, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, c'est l'avis qui va modifier le bail. Donc, du moment qu'on accepte, c'est pas nécessaire de refaire un bail tant qu'on a l'avis qu'on l'a Mais le propriétaire pourrait demander de re-signer un bail. Non, en fait, il peut leur demander s'il veut, mais vous avez le droit de refuser en tant que locataire. Okay. Parce qu'à la base, on a un bail et ensuite, c'est avec les avis qu'il va y avoir des modifications. Mais on n'a pas à signer de nouveau bail. Donc, deuxième solution, comme tu dis, on a encore le 30 jours pour dire on quitte. Donc, on a encore le même délai. Il ne faut pas dire « Ah, ben je ne le prends pas, puis ça résout le problème. » Non, non, il faut vraiment aviser qu'on ne le prend pas. Et encore là, je pense que le petit conseil qu'on se parlait tantôt avant d'en rentrer en ondes, c'est peut-être de regarder un petit peu le marché de location avant de décider qu'on ne prend pas ce bail-là. Là. Tout à fait, parce que si on donne notre réponse comme quoi on ne renouvelle pas notre bail, bien c'est sûr qu'il faut qu'on soit parti à la fin de notre bail. Fait qu'on est mieux de regarder au marché si vraiment le marché, il y a du bon sens. Là. OK. Et, question peut-être, est-ce qu'on a droit de jouissance de notre bail jusqu'au 30 juin? Dans le sens que si je décide de quitter parce que je me bâtis une nouvelle maison, je me suis trouvé, c'est sûr que celui qui va vouloir rentrer dans le logement, comme on dit au 1er juillet, toi, tu as droit de jouissance jusqu'au 30 juin, techniquement. Ou il faut donner un délai. Est-ce que c'est une obligation au niveau des lois ou toi, tu as droit à ton bail jusqu'au 30 juin, donc tu peux rester accouché dans ton loyer jusqu'au 30 juin, puis lui rentrera le 1er juillet, ou il y a des règles par rapport à ça? En fait, légalement, si on dit, moi, je ne veux pas renouveler mon bail, puis que le bail termine le 30 juin, bien, on peut rester jusqu'au 30 juin, mais c'est sûr qu'on peut s'entendre. Si, par exemple, en tant que locataire, j'ai la possibilité de quitter mon logement avant, puis que le nouveau locataire peut aussi arriver dans le logement avant, bien, on peut s'entendre. Ça fait quand même c'est du bon voisinage, là. C'est de la coopération. De bien s'entendre avec le propriétaire et avec le nouveau locataire, s'assurer que tout est conforme. Correct. Tantôt, on parlait qu'il y a des types de l'augmentation du loyer qu'on entend souvent, mais il peut y avoir aussi des modifications au niveau des clauses, parce que j'ai déjà vu aussi, je crois, que tu passes d'un loyer qui est chauffé à non chauffé, des choses comme ça. Est-ce que tout se modifie dans cette période-là? Oui, tout à fait. Donc, c'est dans la même période que le propriétaire peut aussi dire « je vais changer des conditions à ton bail, je vais t'enlever ton stationnement, plus d'animaux ». Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire, mais il peut, durant cette période-là, faire des modifications à l'égard du bar. Ou augmenter des frais accessoires. Oui, c'est pas nécessairement le loyer qui peut être augmenté, mais il pourrait augmenter des frais accessoires. Oui, comme dans une résidence aussi pour personnes âgées, par exemple, les frais pour les repas, ça va augmenter, ça pourrait être ça aussi. OK. Et ça, tantôt, on n'en parlera peut-être un petit peu moins au niveau des résidences. Tu me parlais qu'il y avait des petites clauses plus spéciales. Là, ça, quand on donnera des informations pour pouvoir s'informer, je pense que c'est des cas qui sont peut-être un petit peu plus spécialisés, là, qu'on ne touchera pas parce qu'on ne s'embarquera pas dans ça. Donc, autrement dit, si on résume, premier cas, on accepte l'augmentation, on accepte les clauses. Donc, on dit « OK, bonjour, je te signe, je t'envoie ta réponse. Je décide de ne pas rester. Je décide, tantôt, on n'a peut-être pas parlé, là, mais je décide de ne pas rester, mais j'ai quelqu'un
qui veulent prendre le loyer. Puis, un exemple, le 350, je reçois un avis de loyer à 450, il monte à 465. Est-ce que je peux, moi, accepter cette augmentation-là et sous-louer le... Bien, en fait, pour une sous-location, ça va prendre l'accord du propriétaire. Si un locataire veut partir en cours d'année, ce qu'il peut faire, c'est céder son bail. OK. Mais sous-louer, c'est différent. Sous-louer, on reste responsable du bail. C'est plutôt quelqu'un qui va aller partir en voyage ou faire un stage puis veut qu'il y ait quelqu'un dedans, mais encore là, ça prend l'accord du propriétaire. Ça prend toujours l'accord du propriétaire. Que si tu décides à la limite, tu aurais dit oui, j'accepte l'augmentation, je prends tout ça, puis 2 mois après, tu n'es plus avec ton chum, tu n'es plus n'importe quoi. Là, si on change d'idée puis qu'on veut vraiment se défaire du bail, ne plus être responsable et qu'on n'est plus dans la bonne période pour dire qu'on ne renouvelle pas, là, on peut céder notre bail. Donc, ça va être de trouver un nouveau locataire qui va être intéressé par le logement et ensuite soumettre son nom au propriétaire. Puis le propriétaire, il y a 15 jours pour accepter ou non le propriétaire a toujours le dernier mot pour savoir si on peut faire une sous-location. Bien, il ne peut pas motiver pour des motifs refuser pour des motifs discriminatoires, mais il pourrait refuser si la personne a un mauvais crédit, des mauvais antécédents à la régie du logement, des choses comme ça. On arrive maintenant à la partie « Je conteste ». J'accepte l'augmentation. Comment tu me disais ça tantôt? Tu as la phrase carrément, je refuse l'augmentation, mais je renouvelle mon bail. Donc, autrement dit, la personne estime que le loyer fait son affaire, l'emplacement fait son affaire, mais elle n'est pas d'accord avec l'augmentation de 150 $ par mois quand le propriétaire. Et là, on arrive à une partie estimation. Exactement. On va prendre une petite pause, puis on va parler de ce parti. Parfait. Bonjour, je m'appelle Paul Savoie. Vous écoutez CTRB. Donc, de retour avec Émilie, et on parle maintenant d'augmentation. Tantôt, notre propriétaire nous a envoyé un avis d'augmentation. On payait 1 000 $ de loyer, des chiffres fictifs, mais on va faire des chiffres quand même ronds. Et je reçois un avis pour que ça va être rendu à 1 150 pour la prochaine année. Et tu regardes, et qu'est-ce qui peut justifier ces augmentations-là? Cette année, à tous les ans, je crois, la Régie du logement émet des avis aux propriétaires et dit, normalement, en moyenne, tel type de logement, tu as des augmentations. C'est ça? Mais je pense qu'il y a une espèce de barème qui est sorti. Sur le site de la Régie du logement, chaque année, il y a un barème. Puis cette année, au niveau de l'augmentation, c'est 0,7 pour un logement chauffé à l'électricité. Donc, on s'entend, on va juste arrêter un petit peu. 0,7 pour quelqu'un que son logement est chauffé par le propriétaire. Oui, exactement. C'est ça, il faut faire attention. Oui, là, tout à fait. parce que, je veux dire, l'électricité, c'est pas ça. Ça veut juste dire que le propriétaire fournit l'électricité. Exactement. L'eau chaude, ça peut être l'eau chaude et l'électricité, on s'entend. Ça serait quelque chose. Donc, c'est pas moi qui reçois le compte d'Hydro-Québec, c'est le propriétaire qui reçoit. Et son calcul, on a calculé tantôt rapidement, sur un loyer de 1 000 $, c'est 7 $. C'est pas une grosse augmentation. Là, on s'entend que c'est comme minime là, cette année. Mais il n'y a pas juste ça à tenir en compte. Par contre, souvent, les gens vont penser qu'il y a juste le taux de la régie, mais il faut calculer aussi s'il y a eu une augmentation des tests scolaires municipales, parce que ça aussi, ça va augmenter le loyer. S'il y a eu aussi des réparations, s'il y a eu une augmentation des assurances aussi. Donc, c'est toutes des choses qui vont faire augmenter le loyer. Et que tantôt, qu'est-ce qu'on disait? C'était 0,7 pour électricité. Oui. 0,4 qu'on disait pour un loyer avec le chauffé au gaz. Qui n'est pas inclus. Donc, le chauffage n'est pas inclus. Pour le 0,2 pour le gaz et 0,4 pour moins 4,2 pour un logement chauffé au mazout. Ça, c'est à cause que le prix de l'essence du mazout a baissé. On espère que ça va. J'imagine. C'est ça. Et 0,4 pour quelqu'un qui paye lui-même son chauffage. Exactement. OK. Par la suite, l'autre calcul qu'on fait, c'est est-ce qu'il a fait des réparations dans notre logement et est-ce qu'il a fait des réparations à la bâtisse? C'est deux choses vraiment différentes. Tout à fait. Il peut avoir fait, si on parle dans notre logement, on pourrait parler changer les comptoirs, mettre des nouveaux prelats, des nouvelles marqueteries, refaire la chambre de bain, réparer la douche. Ça, c'est des montants que le propriétaire a le droit de prendre et de dire, je vous fais payer ces réparations-là sur la durée de vie des réparations. Normalement, on ne parle pas d'un an. Là. On pourrait quand même calculer un 5 ans, 4-5 ans en disant, bon, bien, le prelat devrait avoir une durée de vie quand même, on pourrait dire normale. C'est pas quelque chose que... On ne change pas tous les gens notre prelat, notre marqueterie, nos planchers. Non, tout à fait. Encore là, je ne l'ai pas noté, mais il y a un pourcentage au niveau des réparations que la régie statue. Il faut multiplier par le pourcentage.
OK, donc c'est ça, on s'en va exactement, on peut aller trouver ces taux-là au niveau de la régie du logement, sur le site Internet. Et on s'entend aussi qu'il peut y avoir des types de réparations, comme vous parliez tantôt, qui étaient au niveau de la bâtisse. Changer les fenêtres, c'est pas le coût des fenêtres de ton appartement, c'est réparti sur l'ensemble du logement, des logements où tu peux avoir dans ta bâtisse. Exactement, il y a des réparations propres au logement, puis il y a des réparations propres à l'immeuble. Donc, par exemple, s'il y a une toiture à changer, ça va être réparti par le nombre de logements. Tandis que les réparations du logement, c'est sûr que c'est beaucoup plus nous qui les assumons. Les assumons. Et est-ce que il faut que ce soit les réparations faites par le propriétaire? Dans le sens que moi, avec mon entente avec le propriétaire, je dis, regarde, je me paye une nouvelle toilette où j'ai mis de la... Tu sais, il y en a quand même des gens qui sont un peu bricoleurs et tout ça. Vu que c'est moi qui l'ai payé, le propriétaire n'a pas de raison de m'augmenter parce que j'ai décidé de mettre du plancher au lieu de mettre du tapis dans mon salon. Non, c'est sûr que c'est les réparations que le propriétaire va avoir faites qui va avoir eu lui-même des coûts. Là. OK. Et il faut faire attention aussi, il faut que ce soit on pourrait dire l'entretien normal de ne pas être considéré comme des améliorations. Tu sais, là, s'il t'a fourni de la peinture pour peinturer après 4-5 ans, c'est comme de l'entretien normal d'un appartement. Il faut que ce soit des réparations majeures. Là. OK. Donc, c'est tous des petits points qu'il faut s'installer, qu'il faut calculer. Et là, quand tu as fini de faire ton calcul, tu te dis, regarde, ça n'a comme pas d'allure, il me charge trop ou il me charge pas assez. Là, c'est là que vous intervenez aussi. Vous pouvez donner des conseils aux locataires en disant, amène-moi toute la liste, c'est ça. Hein? Tu me dis toute la liste de qu'est-ce qui a été réparé, amène-moi ton renouvellement, des choses comme ça, et on va essayer de calculer est-ce que ça a de l'allure ou ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que le propriétaire te demande. C'est sûr qu'on n'aura jamais le montant exact parce qu'il nous manque beaucoup d'informations, mais on va aider à faire une estimation. Puis c'est important parce que des fois, on pense que c'est une grosse augmentation, mais finalement, le propriétaire pouvait demander beaucoup plus que qu'est-ce qu'il demande, et la régie du logement va fixer le loyer en conséquence des informations qu'elle a. Donc, ça peut être plus aussi que qu'est-ce que le propriétaire suggérait. Donc, c'est important de vérifier avant. Qu'on arrive à l'étape, c'est ça. Dans 30 jours. C'est ça, exactement. Donc, si on récapitule un petit peu, cette étape-là, je refuse la modification proposée, mais je renouvelle mon bail. On donne ça à notre propriétaire dans notre 30 jours et il signe ça. Le propriétaire, maintenant, a la balle dans son camp. Il y a deux solutions. Il peut avoir de la médiation parce qu'il peut téléphoner, puis vous pouvez, avec votre refus de la modification proposée, vous pouvez donner une lettre d'explication. Si j'estime que vous avez tel montant et telle chose comme ça, moi, mon augmentation, j'accepterais une augmentation de 15 $. Est-ce que on peut faire une contre-offre. On peut faire une contre-offre. Ça, c'est point 1. Point 2, après ça, le propriétaire a le droit de te téléphoner puis de négocier aussi, dépendant de l'entente que tu peux avoir avec ton propriétaire. Et par la suite, le propriétaire, s'il décide que l'augmentation qu'il demande, dans sa tête à lui, elle est justifiée, c'est lui qui doit faire les démarches au niveau de la régie du logement. C'est exactement ça. Tout à fait. Donc, du moment qu'on refuse, le propriétaire a 30 jours pour aller à la régie du logement, ouvrir un dossier pour faire une demande de fixation de loyer. S'il ne le fait pas, eh bien, il se pourrait que le loyer reste le même. OK, c'est ça. Donc, tantôt, qu'est-ce qu'on se parlait? C'était ça. C'est que de dire, si, un exemple de propriétaire, malheureusement ou heureusement pour nous, n'est pas à son affaire, si tu lui as envoyé ton avis dans le délai, tu as la lettre comme quoi, mais lui ne fait pas d'autres démarches en disant, j'ai tenté d'augmenter le loyer, mais bon, OK, je pense qu'elle a raison. Tu sais, là... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, je n'ai pas l'intention d'aller contester contrairement des choses, puis tout ça. Donc, autrement dit, le propriétaire peut, s'il ne fait pas ces choses dans ses règles à lui, se retrouver avec mon ancien loyer à 1 000 $ encore automatiquement pour 1 an. Exactement. Donc, au 1er juillet, ce serait le même loyer. Ce serait le même loyer. Et ça, tant qu'ils ne m'ont pas renvoyé une nouvelle l'année prochaine. L'année prochaine, il faut qu'ils recommencent le processus. S'ils passent à côté de ces délais, c'est ça. Puis l'année prochaine, il ne pourra peut-être pas augmenter le même montant non plus. Il ne pourra pas revenir en arrière. Il ne peut pas revenir en arrière en disant l'an passé, j'ai oublié d'augmenter ou j'ai oublié telle réparation. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Non. Est-ce que, par rapport à ça, est-ce que les délais sont assez rapides, dans le sens qu'aujourd'hui, je reçois mon augmentation, comme on disait, le 15 mars, je conteste, je lui réponds comme quoi je ne veux pas accepter la modification proposée, on est le 14 avril, lui, il y a 30 jours, on se ramène au mois de mai. Notre date butoir du 1er juillet s'en vient. En fait, il ne faudrait pas que ce soit au mois d'avril, parce que là, il aurait dépassé le délai. C'est entre janvier et mars qu'il doit donner l'avis d'augmentation. Oui, d'accord, mais je l'ai reçu le 15 mars. Ah, OK, parfait, J'ai reçu mon avis le 15 mars. J'ai envoyé, le 10 avril, un exemple, j'ai envoyé comme quoi
je refuse refuse. l'augmentation, mais je garde mon bail. Tout à fait. Lui, on se retrouve au mois de mai. Là. Vous êtes Oui, d'accord avec oui, moi que oui. 30 jours, on se retrouve au mois de mai. Oui. Mon 1er juillet, là, il arrive. Là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? La régie, est-ce que c'est rapide ou c'est pas rapide? Ça peut être long. Je vais être honnête, ça se peut que l'audience arrive après le 1er juillet, quelques mois même après. OK. Donc, c'est sûr que le 1er juillet, le locataire, il faut qu'il paie son loyer normalement. Donc, s'il y avait On un paye loyer... l'ancien loyer. Exact, le OK. loyer actuel. On continue à payer le loyer actuel, mais on suggère aux gens de se garder des sous de côté. petits sous, oui. Parce que quand l'augmentation va être appliquée, après, ça va être rétroactif au 1er juillet. Donc, s'il y a une augmentation de 10 puis qu'on a une audience seulement au mois de septembre, bien, 10, 20, 30. Fait qu'il faut se garder des sous de côté pour être capable de payer la différence. Et le dernier danger par rapport à ça qu'il faut toujours tenir compte un petit peu, c'est que ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que la régie va décréter que l'augmentation du propriétaire est bonne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. On reçoit une augmentation, on va mettre un chiffre de 25 Nous autres, on pense qu'on devrait payer 15 mais la régie peut décider, elle peut décider que ça soit 30 l'augmentation. Exactement. D'où l'importance de vraiment faire une estimation avant de refuser automatiquement. Là. On est mieux de vérifier. Toujours une bonne négociation. Je pense que c'est fait. toujours ça. Donc, après la pause, on va parler maintenant un petit peu des baux en général, parce que si on dit qu'on a pris la deuxième option, je refuse l'augmentation et je m'en vais, on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau des baux maintenant, qu'est-ce qu'on doit surveiller et à quoi s'attendre. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. Nous sommes de retour avec Amélie et maintenant, on tombe dans la situation que nous avons répondu 2 dans votre choix de réponse. Je ne renouvelle pas mon bail et je quitterai. Donc, comme on disait tantôt, normalement, il faut quitter pour le 1er juillet. Tout à fait. On doit absolument payer tous nos mois. Bien, légalement, en fait, on serait censé partir le 30 juin maximum à minuit, mais bon, habituellement, les gens à minuit s'entendent dorment. pour passer le 1er. D'accord. Dépendant des raisons pourquoi on s'en va, il faut se trouver un nouveau logement. Donc, il y a d'autres règles maintenant qui rentrent en ligne de compte. Première chose, vous me disiez, depuis février 2015, il y a un nouveau bail qui a été fait par le EMI. Oui, Ce bail-là est standard. Oui. On les retrouve, un exemple, dans les librairies, dans les pharmacies. Tout à fait. Et Tout à fait. c'est le document qui a été mis par la Régie du logement et c'est le document qui doit être absolument accepté comme bail. On ne peut pas faire ça à la main, là. Non, non, c'est le formulaire obligatoire. Puis il y a eu 2 modifications quand même importantes au niveau du bail. Premièrement, il y a une section qui a été ajoutée comme quoi, moi, le locataire, accepte les chèques post-datés. Là, on coche oui ou non. Il faut faire attention à ça parce que du moment qu'on coche oui, bien, on indique qu'on est prêt à faire des chèques post-datés pour toute la durée du bail. Donc, il y a ça qu'il faut faire bien attention. Donc, obligatoirement, tu dois émettre à la signature du bail des chèques post-datés. Parce qu'en réalité, des chèques post-datés, un propriétaire ne peut pas les imposer. Il ne peut pas les imposer, bon à mais c'est savoir. sûr que si on signe dans le bail comme quoi on les accepte, bien, on a donné notre accord. Là. Fait qu'il faut faire attention. Est-ce que parallèlement à ça, est-ce que ça implique aussi que si tu donnes un exemple, un spécimen de chèque où tu vas à ton institution bancaire et tu acceptes de faire un transfert bancaire dans le compte du propriétaire, est-ce que c'est le même petit X, c'est considéré comme des chèques post-datés? Ou tu as le contrôle, tu peux décider, parce que je veux dire... Il y en a d'autres sections. Il y a différents modes de paiement qu'on peut cocher aussi. C'est à négocier avec le propriétaire. OK. Puis un autre élément qu'il faut faire beaucoup attention, ils ont ajouté une section qui dit, ça va être plus au niveau des colocataires. Les colocataires s'engagent solidairement. OK. Ça, si on accepte de mettre nos initiales à côté, ce que ça signifie, c'est qu'on est autant responsable de notre partie de loyer que celle de notre colocataire. Donc, si notre colocataire ne paie pas sa partie de loyer et que ça se rend à la régie du logement, bien, le propriétaire pourrait nous réclamer la partie manquante, même à nous, même si on l'a payé. Tu dis conjoint solidaire, comme on dit dans le fond. Tu es conjoint solidaire de tout l'appartement. Donc, autrement dit, si entre vous autres, c'est entre nous, on a pris une entente qu'un paye 20 l'autre 30 dépendant des choses, mais en cochant ça, tu deviens responsable de 100 du loyer. Exactement, tout à fait. Donc, le propriétaire peut aller chercher la partie manquante autant à un qu'à l'autre, celui qui va avoir l'argent. Est-ce que, justement, vous suggérez beaucoup de payer par chèque? Pas payer en argent comptant, parce qu'en argent comptant, encore là, ça peut porter à confusion, à moins que le propriétaire prenne la peine de vous donner un reçu à chaque mois. C'est sûr qu'on aime mieux par chèque. Puis si c'est vraiment en argent, c'est super important d'avoir un reçu parce que c'est la seule preuve que le loyer est payé. Puis c'est au locataire de prouver qu'il a payé son loyer. Donc, si il paie en argent puis que le propriétaire, du jour au lendemain, il n'aime plus sa face pour X raison, il peut l'amener en cours et résilier le bail très facilement parce qu'il n'y a aucune preuve comme quoi son loyer est payé. Donc, les reçus sont super importants. Même par chèque, ça peut être important, mais ça, je vous dirais,
dirais c'est plus dans des cas de propriétaires de mauvaise foi qui disent ben moi, j'encaisserai pas le chèque, comme ça montre qu'il paie en retard. Mais ça, je vous dirais, c'est plus rare, mais ça peut être bien d'avoir... Moi, c'est ça. Ou je dirais peut-être en réponse à ça, faites-vous des photocopies des chèques. Oui, et vérifier que le chèque est encaissé rapidement. Tu sais, s'il encaisse tout le temps, un mois plus tard, là, c'est bizarre. Oui, c'est ça, il faut faire attention. Ouais. Quand on renouvelle notre bail, mettons qu'un exemple, on a quitté un, on s'en va dans l'autre. Qu'est-ce qu'on disait qui était bien important, c'est la section G, hein, je crois, vous m'avez parlé. Oui, tout à fait. C'est ce petit point-là qui, encore là, peut éviter des abus, qui peut vous permettre qu'on peut faire des appels chez vous pour vérifier. Mais je pense que ça, c'est très important. Il y a beaucoup de cas comme ça, on pourrait dire, d'abus de propriétaires, pas parce qu'on veut les mettre nécessairement des méchantes personnes, mais c'est une connaissance, c'est une information qui est importante de savoir quand tu signes un bail. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un propriétaire ne peut pas augmenter le loyer suite au départ du locataire de façon abusive. Il ne serait pas censé augmenter tout court. Donc, dans la section G, c'est les loyers les plus bas payés précédemment. Okay. Donc, cette section-là est malheureusement pas souvent remplie, je le constate, mais si elle n'est pas remplie, on suggère aux gens de vraiment demander au propriétaire le loyer avant, il était combien, si ce n'est pas indiqué dans la section G. Parce que si ce n'est pas indiqué ou si c'est indiqué puis que ce n'est pas la bonne information... Bien, il y a des recours. Le locataire pourrait aller à la Régie du logement demander à ce que le loyer soit fixé. Donc, si, par exemple, je paie un loyer de 500 et j'apprends de l'ancien locataire que le loyer était de 400 $ avant, bien, j'ai peut-être un recours, dépendamment des délais, pour aller à la Régie du logement pour contester. C'est ça. Et on dirait comme truc, quand vous visitez l'appartement, si les locataires sont là, posez la question. Vous payez combien de loyer? Pourquoi tu t'en vas? C'est une autre des raisons. Oui, tout à fait. Si quelqu'un te répond, c'est parce que je me suis bâti une maison, tu te dis, bon, je comprends. Mais s'il dit, regarde, ici, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit, il y a des inconvénients, le propriétaire répare rarement les choses qu'on demande, puis il m'avait augmenté de 150 $, puis tu sais, je payais 400, puis je suis rendue à 550. C'est l'effet inverse. Là. Dans le fond, on revient à la clause 3 qu'on avait tantôt. Je conteste le montant du bail et je veux rester, mais tu peux changer de place aussi et que ça soit un petit peu le problème qui reviennent. Encore là, vous disiez, tu peux signer le bail. Tu vois que la section G n'est pas remplie. Tu peux avoir l'information, j'imagine, par la suite. Et tu as des moyens. Hein? Si l'information n'était pas indiquée, tu as jusqu'à 2 mois pour faire une contestation. C'est ça que vous disiez tantôt? Bien, si elle n'est pas écrite, c'est dans les 2 premiers mois qu'on vient de louer le bail, qu'on peut demander à fixer. Mais c'est sûr qu'il faut vérifier avant si le loyer était réellement plus bas, parce que s'il était plus haut... On n'est pas correct. S'il était pareil, dans le fond, ça ne vaut pas la peine de contester. Là. OK, c'est ça. Bon, bien, je te remercie beaucoup pour toutes les informations que tu nous as données. On va terminer en parlant qu'on a des dates. Si les gens veulent assister à des choses, premièrement, ici, au niveau de du CABA à Berthierville, il y a 2 dates, le 10 et le 25 février. J'imagine que c'est vous qui va être en formation. Pour le CABA, les gens connaissent déjà la date, pas la date, mais le numéro de téléphone, 836-7122. Donc, vous pouvez vous inscrire au CABA. Vous allez avoir encore peut-être plus d'informations. Oui, peut-être là, si vous avez reçu votre avis de renouvellement, des choses comme ça. Vous pouvez l'apporter. Il va y avoir un peu de consultation, j'imagine aussi. En fait, on offre 2 séances. Il y en a une qui est vraiment générale sur les droits et obligations. On va vraiment toucher toutes sortes de sujets, le bail et tout ça. Et la deuxième va vraiment être spécifique aux augmentations. Aux augmentations. Pas encore là, c'est des cas particuliers, des choses. Parce que vous m'expliquez quand vous étiez en résidence ou des choses comme ça. Oui, coopérative. C'est différent. On ne peut pas contester comme ça. C'est ça, qu'il y a des petites clauses que ça va... C'est ça. C'est des petites clauses qu'il faut vraiment peut-être plus assister avec vous ou vous rencontrer. Et il y a quand même à Joliette aussi, on dirait sur la rue Saint-Joseph. Le numéro ça va être sur la rue Saint-Louis, sur la rue Saint-Louis, d'accord. Et là, je vais vous donner un numéro de téléphone, c'est le 450-394-1778. C'est vous qui répondez ou vous laissez le message, comme on a constaté. Et là, ça va être encore une autre conférence, une autre préparation pour parler de loyer. Des augmentations de loyer encore. Le sujet de l'heure, quand tu es locataire, tu ne vis qu'avec le stress de savoir si ta lettre, elle arrive ou elle n'arrive pas. Mais en tout cas, on va vous souhaiter beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir dans le travail. Pas trop d'agressivité, pas trop de... Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir.